C'est l'heure du journal de l'économie. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Le journal de l'économie avec Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Mariam. Et vous allez nous parler de mauvaises nouvelles avec ce chômage qui va encore augmenter l'année prochaine de manière dramatique, on peut le dire. Oui, c'est ce que prévoit l'UNEDIC dans ses dernières prévisions. L'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage table sur une hausse de 130 000 chômeurs l'année prochaine. L'UNEDIC s'attend ainsi à près de 3,5 millions de chômeurs fin 2014. Pas de baisse prévue avant 2015. Et avec plus de chômeurs, eh bien, le déficit de l'UNEDIC devrait se creuser et atteindre 5,6 milliards fin 2014, un record sur un an. Ces anticipations sont donc très loin du discours du gouvernement. Le gouvernement qui continue de promettre une inversion de la courbe du chômage dans les 6 prochains mois. Hier, le ministre du Travail, Michel Sapin, l'a encore réaffirmé. Une augmentée là au cours de ces quelques mois, il va s'inverser d'ici la fin de l'année. Non, pas à un moment, monsieur. D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, la courbe du chômage s'inversera. Eh bien, tant mieux. Comme ça fera une bonne surprise, une bonne nouvelle. Je préfère que personne n'y croit et qu'on le constate, plutôt que les cas où tout le monde y croit et où on ne voit rien. Et le chômage, c'est un sujet dont ont beaucoup parlé le ministre de l'économie français et son homologue italien hier à Rome. Oui, Pierre Moscovici a rencontré donc hier à Rome Fabrizio Saccomanni et à l'issue de cet entretien, il a rappelé l'objectif commun de l'Italie et de la France. Alors bien sûr, il s'agit de venir à bout de la crise, mais surtout de lutter contre le chômage, particulièrement celui des jeunes. Les deux pays souhaitent faire adopter fin juin un plan européen sur ce thème. Écoutez Pierre Moscovici. Il nous reste un gros mois pour travailler sur ces questions, à la fois dans un cadre bilatéral avec nos autres partenaires. Nos situations ne sont pas exactement les mêmes, puisque certains pays, c'est le cas de l'Allemagne, connaissent un chômage des jeunes qui est, heureusement pour eux, très faible, alors que d'autres, c'est le cas de l'Italie, je crois, le chômage des jeunes est autour de 35%. Chez nous, il est à 25%. Dans d'autres pays comme l'Espagne, il est supérieur à 50%, sont touchés par ce qui est un véritable fléau. Alors, et dans l'Union européenne, le chômage des jeunes des moins de 25 ans atteint en effet un 27%. Dans le détail, il dépasse, vous le voyez, les 50% en Espagne et en Grèce, les 30% en Italie et au Portugal et les 20% en France. Et l'Allemagne semble avoir trouvé une recette pour endiguer ce taux de chômage. Oui, et pour réduire le chômage, eh bien, la première économie de la zone euro a déréglementé son marché du travail. Mais à 4 mois des élections, les dérives de l'intérim sont au cœur de la campagne. Reportage de notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. Ringo Ehlert est intérimaire dans le secteur de la métallurgie. Depuis 13 ans, il va d'entreprise en entreprise sans réelle perspective d'embauche. Son salaire actuel, 1 400 €, soit 40% de moins que ses collègues, et tout juste de quoi vivre. Tout ce qui est normal, partir en vacances, acheter une voiture, c'est impossible pour moi. Et pourtant, ce n'est pas du luxe, mais des choses élémentaires. Et le pire, c'est qu'en tant qu'intérimaire, je n'ai aucun droit, aucune protection. Depuis la déréglementation du secteur il y a 10 ans, le nombre d'intérimaires a triplé. Ils sont aujourd'hui 800 000 en Allemagne. Ces emplois flexibles et précaires ont contribué à la baisse du taux de chômage, mais aussi à la compétitivité des entreprises allemandes, comme dans cette PME qui a recours de temps à autre. L'intérim a bien sûr deux aspects, mais pour les entreprises, c'est une bonne chose, parce que ça nous permet de répondre aux fluctuations de notre activité vers le haut ou vers le bas. Une variable d'ajustement qui défraie régulièrement la chronique. Dernière en date, Daimler, qui est accusé par la presse allemande de faire appel à des intérimaires payés 3 fois moins que ses salariés. En Allemagne, opposition et syndicats demandent un alignement des salaires de l'intérim. Les entreprises y gagneraient-elles aussi, estime cet économiste. À force d'être associées à la mauvaise image véhiculée par les abus de l'intérim, les entreprises ont tout intérêt à lutter contre les brebis galeuses.
parce qu'à la longue, ça porte préjudice à l'ensemble du secteur. Mais en Allemagne, personne ne remet pour autant en cause la flexibilité de l'intérim. Ringo Ehlert continuera donc de travailler avec la crainte d'être mis à la porte à tout instant. Et enfin, un point à présent sur les marchés. Bien, la bourse de Tokyo est très instable depuis l'ouverture. Le Nikkei était d'abord dans le vert et désormais, et ensuite il a replongé dans le rouge. Désormais, il est à plus 0,55%. Les autres places asiatiques sont également dans le rouge. Hier, vous le savez, les marchés se sont effondrés à cause d'un regain de crainte de la politique monétaire américaine et de très mauvais chiffres chinois. L'actualité des entreprises en bref à présent, Claire. Le groupe américain de produits de grande consommation, Procter & Gamble, rappelle son ancien PDG. Alan George Lafley va remplacer l'actuel occupant du poste, Robert McDonald. Ce dernier quittera le groupe le 30 juin. L'entreprise ne précise pas les raisons de son départ. Amazon passe à l'offensive mondiale sur le marché de la tablette informatique. Le groupe porte de 7 à plus de 170 le nombre de pays où son Kindle Fire est commercialisé. La disponibilité était jusqu'ici limitée aux grands marchés développés comme les États-Unis, le Japon et 5 autres pays européens. Lenovo ne connaît pas la crise. Le fabricant chinois de micro-ordinateurs a presque doublé son bénéfice au 4e trimestre à plus de 120 millions de dollars dans un secteur en crise. Le groupe doit son succès à sa stratégie d'acquisition et de diversification. Lenovo a en effet choisi d'accentuer sa présence sur les marchés des smartphones et des tablettes. Et avis aux passionnés d'Apple, une vente aux enchères un peu particulière va se dérouler en Allemagne ce week-end. Oui, et celle-ci aura lieu à Cologne. Et à cette occasion, les fanatiques de la marque à la pomme pourront se disputer l'Apple One, le premier ordinateur conçu par la marque en 1976. Il pourrait s'arracher à plusieurs centaines de milliers d'euros. Sandrine Gomez. L'ordinateur le plus fin au monde, un slogan pour vanter tout le génie d'Apple. Des ordinateurs ou des tablettes toujours plus ultra plats. Que de chemins parcourus depuis ça. L'Apple 1, le nec plus ultra sans doute en 1976. Environ 30 circuits intégrés pour le tout premier produit d'Apple. Un micro-ordinateur conçu par Steve Wozniak et Steve Jobs, encore étudiant, dans un garage californien. À l'époque, près de 200 unités avaient été produites. Il est très rare. Et la principale raison, c'est qu'Apple a plus tard développé l'Apple II et a recommandé aux acheteurs de l'Apple I d'échanger cet ordinateur pour obtenir un rabais sur l'Apple II. C'est ce que beaucoup de gens ont fait, sauf l'acheteur de cet ordinateur. Et c'est ce qui nous réjouit aujourd'hui, puisqu'il est ici maintenant. Un exemplaire rare du géant de l'informatique mis aux enchères. Il n'en existe plus que 6 en état de fonctionnement. Prix de départ pour la vente, 90 000 euros. Nous ne sommes pas des profiteurs. Nous avons estimé l'ordinateur à 200 000, 300 000 euros. Mais c'est au marché de décider. Si nous atteignons cette fourchette de prix, ce sera très bien et nous l'accepterons. Il n'y aura bien sûr pas de problème si le prix est beaucoup plus élevé à la fin. En novembre dernier, les fanatiques de la marque à la pomme étaient au rendez-vous. Un exemplaire identique s'était arraché au prix record de 492 000 euros. Merci beaucoup Claire pour ce journal de l'économie. C'était donc le journal.